On attend. Plaisir de te voir. Plaisir de t'accueillir chez moi. Hugo, merci ici à Milan. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous recevoir. Pas de souci. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et qu'on va pouvoir échanger dans les meilleures conditions. Oui, mais on est bien là. On se sent bien. Hein, on est à la maison, quoi de mieux. Quoi de mieux qu'être à la maison. Alors, pour parler de ta saison. Ta saison aujourd'hui, il te reste encore 2 matchs. Comment tu abordes cette fin de saison? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que pour toi, il y a des choses qui t'ont apporté? Tout d'abord, si je peux me permettre, déjà merci à vous deux, à toi Hugo et à toi Nathan de vous être déplacés pour pouvoir tourner ensemble ce petit moment. Si je dois revenir sur ma saison en quelques mots, elle a été très enrichissante. Bien sûr, on a toujours à apprendre de chaque saison. Je partais pas forcément dans les plans du coach au début de saison, vu que le premier jour de préparation, j'étais allé le voir et qu'il m'avait dit que voilà, il avait prévu d'autres choses et d'autres joueurs, donc ça allait être compliqué. Moi, dans ma vision, j'ai tout de suite accepté. J'ai trouvé même plutôt honnête de sa part de me le dire comme ça et j'ai très apprécié. J'ai apprécié et puis je me suis dit, écoute, il faut que tu te prépares, quoi qu'il arrive. Si tu trouves un autre club, il va falloir être prêt. Donc, je me suis donné à fond chaque entraînement, comme j'ai toujours fait. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai réussi à faire changer d'avis le coach, notamment durant la préparation. On est allé aux États-Unis, j'ai fait vraiment une grosse préparation et je m'étais bien préparé aussi avant, donc j'étais très en avance physiquement, ce qui m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, petit à petit, je me suis fait une place dans cet effectif, dans un club historique et important en Italie, donc c'est vraiment quelque chose. Quand tu as l'occasion de jouer aussi tous les week-ends dans un stade plein de 70 000 personnes, c'est quelque chose d'incroyable. C'était ce que je rêvais dans mon parcours étant gamin. Et puis aujourd'hui, je vis ce rêve pleinement. Et elle est très enrichissante cette saison parce que c'est très différent de l'approche mentale quand tu joues et quand tu joues un peu moins. Et le fait de jouer dans un grand club comme ça, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est une pression mentale qui est très très élevée. Parce que forcément, qui dit club historique et grand club dit aussi très très haute exigence du club, du staff, des coéquipiers, mais aussi de tout l'environnement externe, c'est-à-dire supporters, voilà, tous les gens qui viennent au stade et voilà, qui payent aussi le billet pour voir des beaux matchs, pour voir des joueurs défendre leurs couleurs. Donc voilà, au niveau de la pression mentale, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir parce que c'est très différent de ce que j'ai connu en France, bien sûr. C'est un tout autre niveau. Même si c'est comme ça que je t'ai connu. Parce que j'ai eu la chance de te connaître au tout début, finalement, au lancement de grands moments avec l'équipe de France. Et c'est vrai que je t'ai toujours connu dans cette rigueur-là, dans tes yeux. Et c'est peut-être pour ça aussi que le feeling est passé tout de suite entre nous. J'ai senti cette force et cette rigueur constante. On pouvait se dire les choses, mais sans être vexé par retour. On avait ce lien-là. Et c'est ce que j'ai tout de suite ressenti chez toi. Et c'est ce que tu mets en phase avec un grand club, parce que c'est bien de dire, de faire quand on est plus jeune, mais passer ce stade-là, le step que tu es en train de passer, pour moi, c'est pour ça que quand je viens te voir, je retrouve les sensations que j'avais sur le terrain. Quand je te vois sur le terrain acclamé comme par 70 000 personnes, j'ai un profond respect parce que j'ai eu la chance de passer par là, à moindre niveau tout de même, mais je sais la rigueur et ce que tu dois mettre au quotidien pour y être. Non, bien sûr, merci beaucoup. Et puis, moi, j'ai envie de te dire que le souvenir que j'ai quand je reviens en arrière, c'est que moi, tu sais, j'analyse beaucoup, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Et les premières rencontres, pourquoi entre nous deux ça match tout de suite? Parce que moi, la première chose que je vois, c'est que quand je regarde Nathan, je me dis, lui, c'est un gagnant. Lui, c'est un mec qui aime la gagne. Il est là pour gagner. Et par ailleurs, on était peut-être les deux mecs en dehors du terrain qui rigolaient le plus. Voilà, on aimait se marrer, etc. Mais sur le terrain, on savait qu'on était là pour gagner, on faisait notre taf. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis, on va dire, un peu plus sage et un peu plus posé, donc peut-être que ça se ressent un peu moins de l'extérieur. Mais je sais pas si tu te rappelles, je pouvais même paraître par l'extérieur des fois un peu arrogant. Tout à fait. Parce que j'étais tellement sûr de moi et pour moi, j'étais le meilleur. Et je ressentais aussi ça dans toi. Je ressentais quelqu'un qui se disait, je suis le meilleur. Et je suis là pour donner le meilleur de moi-même. Et j'ai toujours ressenti les choses comme ça. Et j'aimais énormément aussi l'exigence que tu avais envers toi-même.
l'exigence qui était autour de toi. Moi, je me rappelle d'un tournoi aux Pays-Bas où ton papa était venu et que tu fais un premier match où on joue contre le Danemark et on prend 2 buts et que tu fais pas d'arrêt. Voilà, c'est pas forcément un bon match. Putain, je me rappelle qu'il te met un savon et le match derrière, tu fais un match exceptionnel. Et ça fait partie de la rigueur, mais aussi de la remise en question parce que même si on se disait on est les meilleurs, comme tout le monde, ça nous arrivait de passer à côté, mais il y avait toujours ce switch pour se remettre tout de suite dans l'objectif et dans le don de soi et d'être le meilleur, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous alliait tout de suite. Après, bien sûr, il y a tout ce qui se passe en dehors du terrain, toutes les rigolades, etc. Ouais. Mais j'ai envie de te dire que je pense que même si on a rigolé énormément en dehors du terrain, s'il n'y avait pas cette chose qui nous rassemblait, ça n'aurait pas matché autant. Parce que quand l'en dehors prend le dessus sur le terrain, c'est forcément un effet néfaste. Si c'est que pour la rigolade, si voilà, les objectifs, le premier ne sont plus le terrain, on perd beaucoup en efficacité. Et Exactement. ça, on l'a jamais perdu, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui était important. Aujourd'hui, comme tu le sais, j'ai mis de côté ma carrière sportive assez tôt. C'est un pas, c'est une transition qui n'est pas toujours simple. J'ai pu voir aussi des personnes qu'on a pu côtoyer dans le football qui pensaient être et se développer à un niveau comme où tu peux l'être aujourd'hui. Et c'est vrai que accepter cette transition n'est pas forcément simple. J'ai eu la chance, moi, d'être accompagné par mes parents, comme tu peux l'avoir dit. Je m'entoure de personnes de qualité comme Hugo. Et aujourd'hui, nous, on accompagne les footballeurs dans le développement de leur patrimoine immobilier. Hugo s'occupe de la partie de gestion de patrimoine. Et c'est vrai que ce ressenti, cette gagne dont tu peux me parler, ce ressenti vestiaire qu'on peut avoir, on essaie de le retranscrire au quotidien dans notre métier. Il est très dur aujourd'hui pour des joueurs comme toi, je pense, de savoir vers qui se tourner, de savoir à qui parler d'immobilier, de gestion de patrimoine, mais de plein de choses finalement, parce que ceux qui n'ont pas senti l'odeur des chaussettes, les discours parfois qui peuvent être très durs et des mots qu'on peut avoir les uns vers les autres dans les vestiaires très durs, n'ont pas cette connaissance des difficultés pour avoir les choses. Ça va peut-être dans la vie aujourd'hui où on peut avoir les choses en instantané sur un téléphone, des informations. On a su cravacher pour avoir ce qu'on a eu. Et aujourd'hui, accompagner ces jours-là avec Hugo, c'est un vrai plaisir, une remise en question au quotidien, comme tu as pu le dire. Toi, aujourd'hui, quel œil tu as sur ces joueurs qui commencent à anticiper l'avenir et ceux qui ne le font pas? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce qui fait que le joueur fait ou ne fait pas pour toi? Tout d'abord, je vais revenir sur ce que tu as dit au début, si ça ne te dérange pas. Bon, je te l'ai déjà dit personnellement, mais déjà, le fait que tu aies réussi à switcher aussi vite, pour moi, ça fait preuve d'intelligence, de maturité, mais par-dessus tout d'humilité. Parce que on est un milieu où on est très exposé. Voilà, tu as connu aussi des bons moments de gloire. On a fait des grosses compétitions avec l'équipe de France. Voilà, tu étais comme. Tu as gagné la Gambardella. Tu étais un joueur à fort potentiel à la SSE. Et c'est dur de switcher aussi vite. Bien sûr, tu l'as dit. Ton climat autour aide parce que tu as tes parents voilà, qui t'ont beaucoup aidé à faire cette transition. Mais comme tu l'as dit, la charge mentale qui est au quotidien, tout ce que ça représente d'être un joueur de foot, parce que c'est vrai que l'entraînement dure 2-3 heures, mais tu es un joueur de foot à temps plein. Et la charge mentale que ça représente, les gens ne se rendent pas compte. Et comme tu dis, quelqu'un qui a connu le vestiaire, quelqu'un qui a connu les discours de coach, quelqu'un qui a connu ce que c'est que de faire son entraînement le matin, d'être exténué, mais de devoir aller à l'école et d'être focus à l'école. Il y a énormément de choses. Et moi, j'ai eu la chance aussi, je te dis ça, mais j'ai eu la chance aussi d'être suivi par mon père. Et moi, je me rappelle que, par exemple, ça pouvait arriver où petite étourderie à l'école, et l'école l'appelait, et qui pouvait dire, mais s'il vous plaît, essayez de vous rendre compte de la pression qu'ont les gamins. Vous m'appelez pour des petites conneries, des petites rigolades en classe. Ouais. Rendez-vous compte de la pression qu'ils subissent les gamins, tu vois. Bien sûr. Et sans essayer de me défendre, mais il a toujours essayé de me décharger de cette charge mentale, parce que quand tu as un mec qui est toute la journée concentré et à 100% dans ce qu'il fait, et qu'à la moindre petit écart, on le remet tout de suite dedans. Je dis pas qu'il faut sortir vraiment du cadre, mais il faut savoir s'entourer de bonnes personnes qui vont pouvoir gérer ce cadre. Et
ça vient maintenant à l'accompagnement. Je pense que la première chose, c'est d'y penser. C'est d'y penser parce que aujourd'hui, une carrière de football, dans l'idéal, ça dure 15-20 ans. Mais ça, c'est l'idéal. Et c'est pas comme ça pour tout le monde. Aujourd'hui, si on prend les statistiques, la durée moyenne d'un contrat professionnel en France, c'est 3 ans. Donc 3 ans, ça veut dire que, en général, c'est pas en 3 ans que tu mets de côté pour pouvoir faire toute une vie. Et puis même, quelqu'un qui fait 15-20 ans de carrière au top niveau, derrière, il faut vivre 40-50 ans. Donc comment t'anticipes ça? Après, dans le présent. Bien sûr, dans le présent. Bien sûr, en vivant le présent. Bien sûr, en vivant le présent et tout en investissant dans sa carrière à soi. Exactement. Mais commencer petit à petit à préparer son avenir. Après, chacun est différent, bien sûr. Quels sont les besoins de chacun? Peut-être qu'un tel, il va te dire, moi, écoute, si j'ai une rentabilité par mois de 3 000, 4 000 euros, ça me suffit. Quelqu'un qui a été habitué à vivre avec 100 000 euros par mois, forcément, il a d'autres besoins. Donc, chacun a son rapport avec ce qu'il a besoin. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être tabou de parler de temps en temps d'argent ou bien d'investissement, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, quand tu es footballeur professionnel, tu peux être amené à gagner de l'argent très tôt. L'inconvénient aussi, c'est que ça peut s'arrêter très vite. Comme je te l'ai dit, avec la statistique des contrats. Mais moi, j'ai une autre statistique à te donner. C'est cette réalité. Donne-la-moi, je suis preneur. Les preneurs. Aujourd'hui, 50% des footballeurs professionnels passés 3 ans après l'arrêt de leur carrière se retrouvent en faillite personnelle. C'est l'INSEE, ça, ou? Ah non, vrai, c'est l'UNFP? Non, bien sûr, je me doute. Ça me choque énorme. Non, mais ouais, ça me choque pas, mais ça me choque pas. Et les efforts qui ont été faits, c'est bien sûr. Un footballeur sur 2. Ça me choque pas. Sans manquer de respect à quiconque, il y a même des champions du monde qui vendent des piscines. Donc, t'imagines quand même. Mais après, si c'est un choix, j'ai un grand respect pour Stéphane Guivarch et pour sa carrière, mais c'est pour dire que il a réussi à basculer sur autre chose, oui. et puis voilà, il faut préparer son avenir. Après, c'est vrai que, comme je t'ai dit, le point le plus important d'abord, c'est d'y penser et de trouver les personnes avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose et qui vont t'entourer avec le moins d'intérêt néfaste possible. Tu dis que la première chose, c'est d'y penser. On dit toujours que les footballeurs doivent se retourner un petit peu vers des personnes de confiance. On tape beaucoup sur les footballeurs dans le sens où on dit qu'ils ne réfléchissent peut-être pas assez par moment, ils regardent que le football, ils s'instruisent peut-être pas assez. Est-ce que tu trouves qu'au sein du monde du foot, on manque de cette éducation financière? Est-ce que tu trouves, toi, perso, dans les personnes que tu as pu voir, que tu as pu côtoyer, qui lèvent la tête, en fait, qui s'intéressent autour à ce qui se passe. Voilà, exactement. Je pense que oui, je pense qu'une éducation financière, tout le monde en manque un petit peu. Personne n'est prêt à 18 ans à gagner énormément d'argent ou à 17 ans de commencer à gagner des gros salaires. Après, j'ai envie de te dire, ça, peut-être que ça pourrait être intégré dans un cursus scolaire ou même de par des cours directement donnés au sein des centres. Ça pourrait être mis en place. Mais la chose que, malheureusement, seule la vie peut te donner comme expérience, c'est quand tu es joueur de football professionnel, tu deviens une cible. Et une cible d'énormément de monde. Et si tu n'as pas quelqu'un de confiance, des gens de confiance qui vont pouvoir t'aider à filtrer, le problème c'est que tu vas te perdre en fait. Parce que c'est dur pour un gamin de 18 ans, quelqu'un qui va arriver et qui va lui parler de fiscalité, d'impôts, qui va lui parler d'investissement. Il peut lui dire ce qu'il veut avec des termes techniques. C'est compliqué pour lui, il connaît pas. Donc, ça va être facile d'embrouiller un jeune sur des choses qu'il ne connaît pas. T'as l'impression que le mec qui te vend le meilleur projet du monde, alors peut-être qu'il va jamais voir le jour. Combien aussi j'en connais qui ont investi dans des trucs qui n'ont jamais vu le jour. Ça existe aussi. Donc, c'est ça, je pense que aujourd'hui, et c'est pour ça que ce que vous créez, c'est très intéressant et que je pense que c'est vraiment une avancée parce que ça n'existe pas. Que quelqu'un du milieu vraiment, qui a connu le vestiaire, qui a connu encore une fois, comme j'ai dit, ce que c'est d'être joueur au quotidien, qui a aussi derrière une grosse expérience de par le papa et la maman qui font ce travail depuis de longues années. Donc ça aussi, ça aide parce que il aurait pu partir de zéro. Il part de plus loin, de beaucoup plus loin. Donc ça aide énormément. Et puis bon, c'est un ami, donc moi je le connais personnellement. Je sais que c'est quelqu'un qui est là toujours pour l'intérêt de l'autre. Et c'est ça aussi, moi je pense énormément comme ça et j'ai été guidé comme ça toute ma vie. Mon bonheur est dans les autres. Je préfère faire plaisir que de faire plaisir. Bien sûr, on n'est pas là dans ce milieu-là, c'est pas un milieu pour faire plaisir et on n'est pas là pour offrir des choses aux gens, etc. Mais je sais que c'est quelqu'un qui donnera de sa personne pour les gens. Je sais que un Nathan, ça laisse pas en galère. Tu vois ce que je veux dire? Un Nathan, tu l'appelles à 4 heures du mat, j'ai une fuite d'eau et il va te répondre. L'appart, ça va pas, il va te répondre parce que
c'est ça qui est aussi important parce que dans les investissements, il y a des investissements, des fois c'est des super coups. Et puis ça peut arriver que l'investissement, il y a des petits soucis, etc. Et d'avoir aussi les gens qui vont t'aider à ce que l'investissement devienne un investissement où il y a peu de pertes, limiter les pertes, etc. Et c'est ça de important. En parlant de galère, si je peux me permettre, t'as connu une galère un jour sur un terrain en Slovénie. Et c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est mon père quand même. Ouais, aujourd'hui, j'ai vu que t'as fait l'effort. J'ai laissé tomber les lacets depuis ce jour-là. J'ai vu que niveau lacet. Ouais, le Steph, il a été important dans ce moment. Et puis, il faut raconter l'histoire jusqu'au bout. Oui, c'est important. Il faut raconter l'histoire jusqu'au bout. C'est qu'après ce double nœud, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est doublé derrière. Et c'est doublé. Double nœud, doublé. C'est quoi le double nœud? Moi, je connais pas. En fait, l'histoire, c'est que. Et lui, il la connaît pas. Hein. On joue en Slovénie contre le Monténégro, premier match assez laborieux de la part de l'équipe. On est sauvé par un Nathan que ce jour-là, il fait 14 arrêts. Tu vois, ils vont croire que c'est... Non, c'est la réalité, on dit la réalité. Comme on a dit tout à l'heure qu'aux Pays-Bas, c'était pas top, le premier match, là, c'est la réalité. On est sauvé par un Nathan qui fait 14 arrêts, sinon on peut prendre 3-0 contre le Monténégro. On joue dans des conditions en synthétique d'une qualité... Des piscines, pour en venir aux piscines. Voilà, il pleuvait des cordes, le terrain, il y avait que des flaques, et mes lacets, ils faisaient que de se détacher. Et là, j'entends une voix. Yacine, fais le double nœud! Le Steph qui était derrière. Qu'est-ce que je fais? Je fais le double nœud. Je fais le double nœud. Et derrière, c'est doublé. Gagné 2-1. T'imagines comme voilà. c'est beau. C'est beau. Et dernier truc, et je vais arrêter sur le face-à-face. Et à la fin de ce match, on s'est pris dans les bras. Et moi, c'est l'un des moments les plus forts que j'ai pu vivre. Parce que tu te rappelles, ce match-là, il était dur et c'était le commencement de quelque chose. C'était vraiment, parce que c'était le premier match des matchs qui comptaient. À ce moment-là, c'est que ce câlin, il est fort. Pourquoi? Parce que on se dit à ce moment-là, on a fait le job, on a fait le boulot. On a fait ce qu'on devait faire, tu vois. C'est clair. Et on savait qu'on avait fait le match qu'il fallait pour faire gagner l'équipe. Et l'équipe aussi savait qu'on avait fait gagner l'équipe. Et c'est ça qui est bon. Et cette sensation, c'est ça qui te pousse à te dépasser tous les jours pour retrouver ces sensations-là, tu vois. Et derrière, vous vous qualifiez pour le Ouais, bien sûr. Derrière, on se qualifie. En fait, c'était le premier tour de l'Euro. Après, il y avait le Tour Élite. Mais ouais, on se qualifie à ce moment-là. Ouais, donc c'est beau. C'est que c'est pas du one shot. Ouais, c'est un peu comme on dit, c'est que clair. Il y a ceux qui vendent je sais pas moi, par exemple un Pinel et ça va être du one shot. Il y aura pas de suivi derrière. Et il y a ceux qui ont fait un investissement et on va les suivre tout au long de l'investissement. Bien sûr. Et puis même, moi, pareil, en fait. moi, je suis. Après, c'est toujours personnel, bien sûr. Mais je suis plus favorable à un investissement sur la longue parce que c'est vrai qu'un joueur, dans l'idéal, quand il fait 15 ans de carrière, d'avoir quelqu'un qui commence avec lui au début, qui connaît ses galères et qui le suit sur la longue, c'est beaucoup plus intéressant que de faire des one-shots et qu'à chaque fois, devoir faire confiance à des personnes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les intentions. Et puis, comme tu dis, les one-shots, et surtout avec les footballeurs, ce sont beaucoup des one-shots où la personne veut faire son billet, prendre sa commission. Exactement. Et puis derrière, voilà, tout ce qui va arriver, ça me concerne pas. Ferme les yeux. Voilà, si tu as des galères, si ça n'a pas été construit, moi je t'ai vendu un projet. Voilà, il y en a même qui changent de numéro et qui te répondent plus jamais. Et ça, malheureusement, c'est des cas qu'on voit bien trop souvent. Et puis... Moi, Yass, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est fait pour les joueurs, mais c'est plus tourné sous forme d'assistanat au lieu d'aide. C'est-à-dire vraiment la différence entre les deux, c'est aider, mais que le joueur ait quand même une connaissance pour savoir ce qu'il fait, même si avec des mots qu'on veut vulgariser aussi dans le milieu, pour être compris. Mais quand on utilise des mots un peu soutenus, c'est plus simple de manipuler le gars parce qu'il va pas comprendre ce que tu racontes. Vulgariser la chose, c'est se mettre peut-être même un peu plus en danger parce que le gars va dire non sur quelque chose où on est sûr que ça peut marcher. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Mais aujourd'hui, apporter une aide au lieu d'assister le joueur, je pense que ça peut avoir un sens parce que le gars, il va s'intéresser à ce qu'il fait. Et puis, dans un dialogue, à un moment donné, autour d'une table, qu'il y ait des joueurs qui puissent avoir un discours à savoir ce qu'ils font, savoir comment l'argent travaille, c'est que l'après-carrière, elle a déjà débuté, mais inconsciemment. C'est qu'il est en train de gérer sa vie, de s'intéresser à ce qui se passe autour. Tu sais, quand on nous a fait croire au tout début que rester dans sa bulle de footballeur, ça avait des bienfaits, tu vois, de se dire ça va nous enlever des petits problèmes qui arrivent autour, mais finalement ça nous coupe peut-être un petit peu trop, à mon sens,
Bien et sûr. qu'il faudrait plus qu'on ouvre un livre ou peut-être même qu'on s'intéresse à d'autres choses que TikTok sur les réseaux sociaux Bien et sûr. qu'on s'intéresse à des choses qui vont être utiles. Et c'est là la difficulté, je pense. Non, bien sûr. Après, c'est vrai que encore une fois, tu vois, c'est personnel à chacun. C'est pas tout le monde qui réussit à s'ouvrir à 100%, etc. Mais bien sûr, quand ça touche quelque chose qui est aussi important dans ta vie, et là, je dis pas ta vie de footballeur, je parle Ouais. de la vie d'homme, il faut s'intéresser au minimum. Moi, personnellement, si je propose quelque chose à quelqu'un et que le mec me dit ouais, vas-y, fais, mais qu'il s'intéresse pas, ça me fait chier, quoi. Et c'est Et qui- exactement qui- ce qu'on... Je vois pas l'intérêt, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Et puis aussi, je connais des gens qui lèguent aussi tout à 100%, Et oui, mais et il en existe. Hein, il en existe. Mais après combien de temps aussi? Et oui, c'est ça. Après 15, 20 ans, parce que pour léguer et croire à quelqu'un à 100%, il faut vraiment, voilà. Et même, ça arrive que des fois, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, même des gens qui sont depuis longtemps ensemble, qui bossent longtemps ensemble, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours un filtre. Et je pense que c'est très important. Dans ce domaine-là, quand tu as quelqu'un de confiance, pour moi, c'est un grand plus. Parce que tu sais que tu peux faire confiance à quelqu'un et qui va pas te faire des investissements, voilà, juste histoire de gratter sa commission, et puis que derrière tu te retrouves avec un truc soit inlouable ou soit invendable et que tu puisses plus rien en faire. L'avantage, moi, c'est que je te connais et les gens apprendront à te connaître, et j'ai nul doute que pour toi, voilà, c'est quelque chose qui marchera. Et puis voilà, je suis content que tu prennes cette initiative-là, parce que c'est aussi quelque chose pour moi qui va faire du bien aux générations qui arrivent. On en a besoin dans le football, on a besoin de gens qui s'investissent pour la cause, et qui de mieux que de gens qui ont connu ce milieu-là. Et ils mettent du cœur. Ils Yacine, mettent du cœur dans ce qu'on fait. je te sens très autonome dans tes décisions, très informé aussi sur tout ce qui englobe le monde du foot, sur tout ce qui gravite autour du foot. Moi, j'aimerais savoir, toi, dans ton processus de décision pour préparer ton après-carrière, comment ça se passe? Comment tu procèdes un petit peu? Ouais, après, je pense que moi, je suis quelqu'un, tu vois, qui s'ouvre beaucoup au monde extérieur. Ça veut dire que voilà, j'aime regarder ce qui se passe dans différents domaines, et ça m'aide beaucoup. Après, moi, je suis quelqu'un qui a une vision des choses différente. Voilà. Différent. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime chez toi. Le mot exact, je suis quelqu'un d'atypique. Voilà. Et L'atypique. moi aussi, étant quelqu'un, voilà, en toute transparence, qui est croyant et qui est beaucoup aussi guidé par le côté spiritualité. Après ma carrière, c'est sûr que, comme je t'ai dit, après la carrière c'est 15-20 ans, mais derrière il faut vivre. Derrière il y a des générations qui arrivent. Je suis quelqu'un aussi de très proche de ma famille, donc j'essaie vraiment que le climat il soit le plus sain et le plus favorable pour tout le monde. Je sais que demain, voilà, si je veux me lancer dans quelque chose, avant tout, je vais bien étudier la chose, et puis je sais aussi que j'ai des gens de confiance. Je sais que Nathan, voilà, si demain, voilà, je lui dis que voilà, j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, je cherche tel bien, tel bien, je sais que quoi qu'il il en le soit, fera à même 100%, si rien ne se fait entre nous, je te l'ai Bien toujours sûr. dit. on n'a jamais été Eh non, liés de mais par jamais, les exactement. intérêts. Ce que j'apprécie, c'est que tu utilises aussi l'instant de ta carrière de footballeur pour nouer des contacts, nouer des connaissances qui te seront utiles sur l'après-carrière. Et ça, tu l'as compris parce que tu sais très bien au fond de toi que lorsque tu raccrocheras les crampons, et c'est terrible à chaque fois de se dire ça quand on est footeux, mais il y aura un jour où ça se passera, Bien sûr. eh ben, tu auras optimisé ce temps à faire ton métier, mais aussi à nouer des contacts et des liens avec d'autres personnes, parce que le jour où on arrête, malheureusement, et on le sait très bien, le téléphone, il sonne un petit peu moins, on est peut-être moins invité sur les plateaux, mais les liens que tu auras noués grâce au football te permettront aussi d'être beaucoup plus serein sur l'après. Et ça, je pense que tu l'as compris parce qu'on en a parlé à multiples reprises. Et c'est ce que tu utilises. Tu te rappelles, on est allé un petit peu en ville ensemble. On a fait des contacts, en fait. On a rencontré des gens, on a discuté. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Bien sûr. Mais moi, je pense que ça rentre également dans le fait de s'ouvrir à d'autres choses et de voir d'autres choses. Moi, je suis quelqu'un... le footballeur, il est connu pour être très dans sa bulle, concentré sur le foot. Et voilà, il reste dans son confort. Moi, je vois la chose, pour moi, la vie est faite de rencontres. Et puis voilà, chaque personne que je vois, c'est une opportunité. C'est dur d'apprendre à écouter les autres.
Le footballeur, il aime beaucoup parler, mais il écoute un peu moins. Et cette qualité d'écoute, elle est importante aussi parce que quand on écoute les gens, après, bien sûr, il faut se faire son propre avis et sa propre pensée, mais le fait d'écouter les gens, on apprend des choses. Tu sais que tu aimes bien les citations, et j'ai lu un truc de Eric Cantona, il disait c'est tout un art de savoir s'entourer. Parce que c'est une grande difficulté à faire le tri et à savoir en qui on peut avoir confiance. Aujourd'hui, moi je voulais dire un petit mot pour nos pères, parce que Dieu sait comment on les aime tous les deux, et l'amour qu'ils ont pu nous donner, et en plus de ça, la combativité et le recul à un moment donné dans leurs paroles. On parlait beaucoup, on a toujours énormément discuté avec nos pères sur les matchs, sur la vie, et c'est eux qui nous ont donné cette ouverture, je trouve, et c'est ce que je vois, ce que tu transmets aussi, toi, de l'autre côté maintenant, et moi, je voulais leur faire un petit bisou à nos pères. Bien sûr, mais moi, je vais te dire que moi, ça part de beaucoup plus loin. Moi, mon ouverture à 8 milliards de pourcents, elle vient de mon père. Moi, mon père, quand j'étais petit, on a grandi en banlieue, mais je faisais tout ce que les autres ne faisaient pas. C'est lui qui m'a inscrit aux échecs, m'a inscrit au conservatoire. Bon, moi, il m'a pas inscrit à ça, je sais pas si non, bien sûr, mais j'ai fait du judo. Incroyable, bah ça, je savais pas. Bah, en fait, c'est ça. Mon père, il a toujours fait en sorte que je sois actif, que je sois pas là en bas de la cité à traîner, à jouer, à ne rien faire, mais que je puisse me faire ma propre expérience et voir d'autres choses. Et c'est aussi kiffant, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu ce caméléon, parce que moi, tu peux me voir avec un t-shirt pourri et un short en train de manger un grec avec mes amis à la cité, comme tu peux me voir en costume aujourd'hui, comme tu peux me voir au concert de voiture de musique en train de chanter des chansons avec les mecs. En fait, voilà, c'est ça aussi le fait de m'avoir inscrit dans toutes ces différentes activités, ça m'a permis de, voilà, dans l'environnement où je suis, je m'adapte. Et je kiffe tout autant, tu vois ce que je veux dire. Quand on pouvait ouvrir ta chambre des fois en sélection, on entendait de la musique classique. On se disait, mais qui écoute ça? C'est pas possible. C'est le coach, c'est un dirigeant. Ouais, bien sûr, mais sur toutes ces choses-là, j'ai toujours eu une ouverture. Aujourd'hui, nous, on voit beaucoup l'intérêt aussi de s'assurer. Ouais, énormément. Ça, c'est quelque chose où on pointe pas assez du doigt, parce que c'est toujours chiant de s'assurer. C'est toujours chiant de penser à quelque chose de négatif. Ouais, c'est un mauvais sujet, quoi. Par contre, le jour où ça t'arrive, et malheureusement, on a eu des mauvaises expériences, c'est compliqué. Et on a eu la chance, en fait, d'être entouré par MetLife aussi. Ouais. Et c'est un réel partenaire sur l'événement qu'on projette le 8 juin. Un grand merci à MetLife. Qui nous accompagne là-dessus, parce que sur les emprunts immobiliers aussi. Les joueurs aujourd'hui qui projettent un avenir dans l'immobilier, qui font quelque chose, il est hyper important de pouvoir s'assurer aussi sur cet emprunt immobilier. Parce qu'on ne peut pas ne maintenir le même niveau de revenu, peut-être, s'il y a une blessure. Enfin, c'est un ensemble de choses. Mais si nous, on propose un projet où on vous dit, allez-y, allez à fond. S'il y a un problème, revendez. Et puis, si tu te blesses, peut-être que tu vas pas pouvoir continuer à le payer. Non, ça prend pas sens. Si on veut vraiment rentrer en profondeur dans l'investissement et puis sécuriser ce joueur, il est important de s'assurer. La chose que je peux dire également sur ça, c'est que des fois, c'est un peu compliqué, mais votre travail, il est très important parce que pour vous, c'est très clair. Et quand tu vois A et que l'autre en face voit C, c'est parfois dur à assimiler, mais il faut accepter aussi que chacun a des temps différents d'assimilation. Et c'est pour ça qu'il est énormément important pour vous que vous fassiez cette démarche, comme on dit, d'implanter cette graine. Il faut qu'on vous voit de partout. Il faut que vous fassiez le tour des centres de formation, le tour des clubs. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pris à la racine, que les gens en aient connaissance aux prémices de leur carrière. L'immobilier reste la valeur la plus sûre. La pierre. La pierre reste la valeur la plus sûre. Bon, après, si quelqu'un aussi veut investir dans l'or, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de différent, mais l'immobilier aujourd'hui, voilà, c'est connu et reconnu pour être, pour moi, la valeur la plus sûre en termes d'investissement. Moi, personnellement, j'y vois que du kiff, en fait. C'est un kiff, l'immobilier, parce que moi, la première chose que j'ai fait personnellement, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'était mon premier objectif, c'était, je gagne de l'argent, j'achète la maison à mes parents. Ça, c'était la première chose. Donc et ça, là, la satisfaction. C'est là, la satisfaction, elle est énorme. Au fond de toi, là, tu dois le sentir. C'est une satisfaction. Et puis même, quand tu as le fait de te dire, ok, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, j'ai ma maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est une tranquillité d'esprit. Exactement. Moi, il peut se passer n'importe quoi.
j'ai ma maison. Alors soit c'est vraiment la déchéance totale et il faut la vendre, mais elle est là. Oui, il y a un Ou gain. alors, Ouais. c'est un havre de paix et puis voilà, on est là et on y passe nos jours. Ça nous évite de payer des mensualités et puis c'est ma maison, je suis chez moi. Et oui, Et ça, c'est un grand kiff qui, tout à fait. aujourd'hui, voilà, je pense qu'en France, combien de gens travaillent tous les jours 35 heures par semaine pour avoir cette tranquillité-là de se dire à la fin de ma vie, j'ai ma maison. Ouais. C'est il millions. y a des gens qui bossent que pour ça. Mm. Donc, nous, le fait d'être en tant que footballeur, de pouvoir gagner de l'argent si tôt et voilà, plus que la moyenne, ça permet aussi d'atteindre ce kiff, ça permet d'atteindre ce kiff plus vite. Après, si on va dans d'autres niveaux et pouvoir avoir une maison de campagne, une maison de vacances, une maison en Côte d'Azur et une maison à Ibiza, Mais tu vois, ça se fait du bien rien que d'y extraordinaire. penser. C'est ça qui est bon dans ce, Mais bien dans ce sûr, métier-là. bien où sûr. C'est ce qui est intéressant. Du coup, je vais revenir un petit peu sur une expression que tu as utilisée en disant qu'on sème la petite graine avec Nathan. Ça commence là, en fait, avec l'événement qu'on fait le 8 juin. Un événement unique où on va réunir en fait le monde du foot. Ce sera une première. J'en ai pas encore vu. Je sais pas pour vous. Peut-être l'UNFP qu'on a vu hier ou avant-hier. Oui, pour Bien sûr, c'est récompenser, différent. Après mais l'UNFP, il n'y a pas récompenser. vraiment les acteurs du foot. C'est ça. bien on est sûr. d'accord. Sauf que là, on cherche vraiment à faire un événement où il n'y a pas cet esprit de compétition. On récompense personne, en fait. On cherche à se faire du bien les uns aux autres, parce que l'expérience de l'un peut être la solution de l'autre. Un plus jeune Donc, avec un moins jeune. C'est ça qui est exactement. intéressant, c'est discuter. Non, bien sûr. Donc, Non, moi, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont contacté par rapport à l'événement, voilà. Et c'est un plaisir aussi, les gens se retrouvent de par cet événement, donc voilà, ça allie aussi ça, les gens sont contents de se retrouver, et puis c'est une première et une superbe expérience pour tout le monde, donc voilà, on espère que ça va être une réussite, en tout cas, j'en doute pas. Vous avez l'équipe pour, les partenaires pour, donc pour moi, ça va être un événement réussi. Eh ben, merci. Merci à vous les gars, c'était vraiment un Merci de plaisir nous avoir d'échanger reçus. avec vous. C'est très sympa de ta part de nous avoir Et reçus dans puis, votre tu équipe. vois, on le veut esprit vestiaire, notre événement. Eh ben, on se sent bien avec Ouais. toi. On se sent bien ici. Donc, Je suis un merci, homme- mon Je Yass. suis un homme de vestiaire et Ah, suis ça, connu je pour le ça. sais. Merci beaucoup. merci à vous les gars, c'était un plaisir.